Donc, comme vous l'avez compris, hein, c'est la reprise de nos ateliers juridiques un mois sur deux. Donc, voilà, l'idée, c'est de traiter d'un sujet de copropriété en compagnie de notre ami Frédéric Drouard, avocat spécialisé en droit de l'immobilier de la copropriété chez BKP et Associés. Que vous connaissez bien parce que il nous accompagne depuis plusieurs années maintenant et il assure aussi les permanences juridiques et les consultations. Et puis aujourd'hui, voilà, nous avons une invitée. Alors donc, comme vous savez, on essaye aussi de faire parler les professionnels du terrain, de l'immobilier, des syndics de copropriété qui sont en activité et qui gèrent vos immeubles pour avoir leur retour d'expérience et puis aussi savoir comment ça se passe dans les immeubles sur les sujets dont on traite et puis aussi pouvoir répondre à vos questions. Hein. Donc n'hésitez pas, tout le long de cet atelier, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat, dans questions et réponses. Et voilà, donc il faut bien sûr que ça soit sur le sujet du jour et pas sur tout et n'importe quoi, parce que vous savez que pour les autres questions, vous avez l'abonnement Club MI+, et la possibilité de transmettre vos demandes à Frédéric, qui vous répondra dans le cadre de cet abonnement. Alors, aujourd'hui, on va parler de travaux privatifs. Alors, bien sûr, bon, vous le savez, on peut quand même faire un certain nombre de travaux chez soi. Hein. On a la possibilité de faire des travaux de rénovation, de faire des aménagements. Ça peut bien sûr aller jusqu'à réaménager son appartement, faire tomber des cloisons, changer les fenêtres, etc. Donc, ça peut être aussi des travaux importants. Donc, la question est de savoir, est-ce que quand on réalise ces travaux, on est dans son droit? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des autorisations pour réaliser ces travaux, sachant que certains travaux peuvent avoir des conséquences et des incidences sur les parties communes de l'immeuble. Et alors là, on verra, Frédéric va nous rappeler que les parties communes, c'est pas toujours ce qu'on pense. Hein, donc voilà, donc il faut, c'est pas forcément les couloirs, le hall d'entrée, voilà, les parties communes, c'est aussi des choses qui sont dans vos sous-sols, qui sont dans les planchers, qui peuvent être dans les plafonds, qui peuvent être dans les murs. Donc voilà, donc il y a des choses qu'on ne peut pas forcément toucher et notamment aussi sur l'aspect harmonie, travaux en façade et autres. Donc ça, on va vous expliquer tout ça parce qu'il y a des textes de loi. Hein, il y a le code de la copropriété, il y a le règlement de copropriété. Vous savez qu'il y a des textes très importants qui encadrent tout ça. Et donc, on peut faire beaucoup de choses, mais dans certaines limites. Hein. Et on a pas mal d'exemples dans les copropriétés. Hein. C'est pour ça qu'Anne-Laure est là aussi, parce qu'elle nous expliquera aussi un petit peu ce qui se passe dans ces copropriétés, comment elle gère tout ça, parce qu'il y a forcément des débordements. Ça, on le sait. Bon, voilà. Alors, je vais vous laisser vous présenter déjà tous les deux. Donc, bon, je vais d'abord donner la parole à Frédéric parce que Frédéric, on te connaît, donc tu peux rappeler un peu ce que tu fais en général et puis avec nous. Et puis ensuite, on laissera un petit peu plus de temps à Anne-Laure pour nous présenter son cabinet et son activité. Alors bonjour, effectivement c'est notre atelier de reprise et je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle saison, si on peut dire. On n'est pas sur Netflix mais on est sur Mon Immeuble. Il y a toujours des épisodes, hein, tu sais. C'est la nouvelle saison, donc voilà. Donc je suis accompagné de quelqu'un avec qui j'ai échangé un petit peu avant, donc elle se présentera. Donc moi brièvement, je suis avocat associé au sein du cabinet Boulan-Corfer Perrault Associés. On a un cabinet à Paris et un cabinet
à Versailles, mais on intervient évidemment dans la région parisienne, mais également, notamment, j'interviens pour des dossiers de construction en France, dans les régions, etc. Donc, je pratique exclusivement le droit de la copropriété, de la construction et de la gestion locative, ce qui est un domaine suffisamment vaste. Voilà, et donc avec le site Mon Immeuble, donc on reprend ces ateliers juridiques et effectivement, j'anime, enfin je réponds aux adhérents du site Mon Immeuble, aux questions qu'ils posent, qui me sont adressées, et donc c'est à partir de le jeudi, vendredi, où je rappelle les gens, les questions me sont adressées régulièrement, et les gens qui ont par exemple des questions un peu plus pour approfondir, par exemple, la thématique du jour, mais pas simplement, tout ce qui concerne la copropriété. Les questions me sont adressées et donc je rappelle les gens. Donc je précise que je laisse toujours un message lorsque je tombe sur les boîtes vocales. Il m'arrive de rappeler 2 fois, mais pas systématiquement. Mais en tout cas, systématiquement, mes coordonnées sont complètes, sont sur la boîte vocale de votre téléphone. Et donc, vous pouvez me rappeler lorsque vous êtes disponible. Et puis, l'autre chose que je fais avec Mon Immeuble, c'est effectivement, je crois que c'est 3 ou 4 fois dans l'année, on a des consultations juridiques avec, donc ça a lieu le samedi, qui ont lieu ou en présentiel à mon cabinet ou par téléphone. Voilà, donc il faut s'inscrire, mais le site Mon Immeuble, vous avez tout sur le site pour ce faire. Bon, maintenant, je vais laisser la parole à mon interlocutrice et co-animatrice du jour que je découvre presque en même temps que vous. Voilà. Bonjour à tous, je vous remercie déjà pour l'invitation, c'est un plaisir de participer. Je suis également de temps en temps les webinaires de mon immeuble, donc c'est un plaisir d'être là. Pour ma part, j'ai créé mon entreprise en fin d'année dernière, donc j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein d'un grand groupe et l'année dernière, j'ai décidé de le quitter et de m'installer en tant qu'indépendant. Donc, je suis située donc, dans le Morbihan, dans 56, près de la région de Vannes. Je travaille sur la presqu'île de Rhuys, donc on est bien loin de Paris, mais on a quand même des sujets intéressants. Donc, sur la presqu'île de Rhuys et Vannes, et je fais donc de la gestion de copropriété et gestion locative. Voilà. D'accord. Bon, alors oui, parce que bon, je sais qu'on a l'habitude de parler des immeubles parisiens et du microcosme parisien, mais nous avons néanmoins des abonnés partout en France et je suis sûre qu'il y en a qui sont dans votre région Anne-Laure, donc ils seront ravis de vous connaître et peut-être de faire appel à vos services. Voilà. Donc, alors, on va pouvoir commencer. Donc, bon, d'habitude, je mets quelques petites slides, etc. Mais bon, je pense que Frédéric a préparé quelque chose, n'est-ce pas, Frédéric? Oui, un petit quelque chose, mais c'est vrai que je vais laisser la parole assez rapidement à Anne-Laure Ménassé qui vous apportera son vécu. Simplement, on a l'habitude, c'est vrai, de commencer par les textes, ce genre de choses. Donc, on peut commencer. Si tu veux bien, Frédéric, nous rappeler les fondamentaux, comme tu le oui, tout à fait. faire. Voilà, comme ça, on va rappeler un petit peu la notion peut-être de partie commune dans les copropriétés. Pour ceux qui ont un doute sur ce qui est partie commune ou qui ne l'est pas. Et puis, la notion aussi de travaux privatifs, sachant qu'on a aussi maintenant des travaux d'intérêt commun, hein, donc aussi à signaler. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans ces parties privatives. Bon, on y reviendra, c'est l'objet de cet atelier, mais voilà, reprendre un peu les textes de loi, c'est toujours bon. Hein, voilà. Bon, donc effectivement, alors Isabelle parlait des fondamentaux. Alors là, pour le coup, c'est vraiment les fondamentaux dans une copropriété. On a des parties communes et on a des parties privatives. Alors c'est vrai qu'on a toujours, on débute les ateliers par les textes de base. Alors là, aujourd'hui, on va se référer à 4 articles de la loi du 10 juillet 1965. Donc, on a la définition des parties privatives. Donc, les parties privatives, l'article 2, alors il est très synthétique puisque l'article 2 nous dit sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Si on s'arrêtait à cet article-là et par rapport à la thématique du jour, travaux privatifs impactant les parties communes, on peut dire je suis chez moi, je fais ce que je veux. Eh bien non, parce qu'il y a des bémols et c'est l'article 3 de la loi de 65 qui, lui,
décrit les parties communes. Alors effectivement, comme le disait Isabelle, lorsqu'on pense aux parties communes, on dit dès qu'on sort de son appartement, on est dans les parties communes. Alors oui, mais pas simplement. Les parties communes, ce sont effectivement les couloirs, les halls d'immeubles, les jardins, etc., etc. Mais il y a aussi des parties communes qui sont moins visibles, et l'article 3 nous décrit les parties communes. Alors, vous avez tous évidemment un règlement de copropriété, mais on rappelle, si on peut dire, la hiérarchie des normes. Vous avez la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 qui ont un certain des dispositions d'ordre public. C'est-à-dire que si vous avez des règlements de copropriété, alors les règlements peuvent prévoir des choses spécifiques par copropriété, mais ces règlements de copropriété, pour autant, doivent respecter un certain nombre de dispositions qui sont d'ordre public par rapport aux deux textes que je vous ai cités, la loi de 65 et le décret de 1967. Alors l'article 3 qui nous décrit les parties communes nous dit « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires, dans le silence ou la contradiction des titres », alors des titres, ça sera le règlement de copropriété, sont réparties communes. Alors il y a une liste qui n'est pas exhaustive, mais ce sont notamment ces parties communes qui sont moins visibles pour le tout à chacun. Alors le texte nous dit le sol, les cours, les parcs, jardins, voies d'accès, le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisation, donc ça pour le coup c'est du invisible, y afférentes qui traversent les locaux privatifs, les coffres, gaines de cheminées, locaux, services communs, etc., etc. Donc je fais pas la lecture complète évidemment de l'article, mais vous verrez sur Légifrance tous ces textes qui sont accessibles. Donc on a le descriptif des parties privatives, article 2 de la loi, et article 3 qui nous décrit les parties communes. Et vous avez un autre article dont il faut prendre connaissance, c'est l'article 9 qui concerne la jouissance des parties privatives et des parties communes, qui fait donc, en fin de compte, le lien entre parties communes et parties privatives, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et l'article 9, en tout cas le début du texte, nous dit « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes. » Et il y a le reste de la phrase qui est importante, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. Alors, faudrait même être un peu plus complet. Aux droits des autres copropriétaires, oui. À la destination de l'immeuble, oui, mais également à la solidité de l'immeuble. Et là, on pense effectivement à un certain nombre de travaux qui peuvent être réalisés par des copropriétaires. Alors effectivement, dans la thématique du jour, on nous dit installation, enfin notamment ils sont proposés, mais c'est vrai que ce sont ce qui revient le plus souvent, l'installation d'un climatiseur, l'ouverture d'un mur porteur, la création d'une fenêtre, etc. Le principe, on est dans son appartement, on fait tous les travaux qu'on souhaite à partir du moment où on parle d'aménagement intérieur et que les parties communes ne sont pas impactées. Si vous avez des travaux plus lourds qui impactent des parties communes, par exemple, très souvent on le voit, des copropriétaires en bonne foi, hein, pour certains, pour la majorité, on va dire, qui veulent faire des travaux d'aménagement, mais qui vont abattre des cloisons. On n'abat pas toutes les cloisons qu'on souhaite dans son appartement sans requérir au préalable une autorisation en assemblée générale. Et c'est donc le quatrième texte aujourd'hui qui est important, c'est l'article 25B de la loi du 10 juillet 1965 qui nous dit ne sont adoptés qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est conforme à la destination de celui-ci. Donc, très brièvement, un copropriétaire qui aurait des travaux en partie privative, on parle d'abattre des cloisons, donc si ça touche des murs porteurs, il faut faire une demande en autorisation en assemblée générale, mais effectivement pas une autorisation sans aucun document annexe. Si on touche des parties communes, il faut au moins un rapport d'architecte, un ingénieur béton, structure, etc., qui va étayer la demande du copropriétaire et qui sera accepté par les copropriétaires en toute connaissance de cause. Vous avez deux types de travaux. Alors, les climatiseurs, là, on est plus dans l'esthétique de l'immeuble, puisqu'effectivement, il va y avoir des percements sur façade avec des sorties, etc. Ça porte à l'harmonie des façades notamment, etc. Ce type de travaux doit également faire l'objet d'une autorisation
en assemblée générale. Vous avez d'autres travaux. Là, on parle de travaux, je fais bref, hein, parce que c'est beaucoup. Non, mais en réponse aux questions, on va revenir dessus de toute façon. Voilà, mais vous pouvez avoir d'autres travaux, par exemple, des copropriétaires qui font l'acquisition de lots de stationnement et qui boxent les lots sans autorisation de l'Assemblée générale. Là aussi, il faut une autorisation d'Assemblée générale avec une éventuelle autorisation de l'emplacement voisin, etc. Mais là aussi, je n'entre pas dans les détails. Mais ce type de travaux qui impactent la vie de l'immeuble, la destination de l'immeuble et éventuellement la solidité de l'immeuble, si on revient au percement notamment de murs porteurs, tout ça requiert une autorisation d'Assemblée générale. Donc, il faut le demander, évidemment, une autorisation par définition, c'est en amont. A priori, on ne fait pas les travaux et on ne demande pas la ratification. Alors, si effectivement les travaux ont été faits, un copropriétaire achète un lot et apprend que des travaux ont été réalisés par son vendeur sans autorisation, il y a deux solutions. Ou on ne le dit pas, mais j'aurais tendance à penser que c'est pas la bonne solution, ou alors on demande une ratification de travaux qui auraient été faits par la personne auprès de laquelle on a fait l'acquisition de ces lots. Mais en tout cas, partie commune, partie privative, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà le canevas très général de la situation. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, parce que je rappelle que cet atelier dure 1 heure, hein, pas plus, et que la plupart du temps, l'expérience veut que les questions sont posées à la dernière minute, hein, dans les 5 dernières minutes de l'atelier. Et là, c'est la course et on n'a pas le temps d'y répondre. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant, et comme ça, on prendra le temps de vous donner toutes les réponses souhaitées. Alors Anne-Laure, donc une fois qu'on a fait ce récapitulatif, ce rappel de ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Alors concrètement, dans les copropriétés sur lesquelles vous êtes intervenu, vous avez eu à gérer un certain nombre d'immeubles dans votre parcours professionnel. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez pu, les cas de figure un peu que vous avez pu rencontrer, comment ça se passe, des choses un petit peu, des anecdotes aussi, c'est intéressant. Et comment vous avez solutionné tout ça? Donc effectivement, en copropriété, c'est souvent compliqué parce que on a les bonnes pratiques et la logique, et après on a le reste, et surtout le juridique. Ce qu'on va faire à un instant T parce qu'on pense que c'est normal et que ça n'impacte pas les autres, finalement, ça peut impacter les autres même sans qu'ils s'en rendent compte. Et j'ai tellement de cas au quotidien, hein, j'en ai encore, là j'ai 2 ou 3 programmes de travaux avec une vente, par exemple, qui s'est fait avec une autorisation d'intervenir en toiture, etc., et de faire des percements en toiture parce qu'on est sur le dernier lot. Sauf qu'aujourd'hui, bien que lorsque ça a été vendu, le propriétaire était majoritaire, parce qu'on était sur des monopropriétés, des choses comme ça. Maintenant, ça change. Maintenant, il y a une copropriété, donc intervenir en toiture ne dépend pas uniquement de la vie d'une personne, mais bien de la collectivité et qu'est-ce qu'il en est après des assurances à venir et des réceptions de travaux, etc., lors des percements de toiture. Donc, il y a des enjeux comme ça un petit peu juridiques et il faut toujours qu'on pense à l'après. À l'instant T, effectivement, c'est toujours logique. Le propriétaire, il a vendu, il y a quelqu'un qui va faire des travaux pour habiter dans les combles. Il n'a pas fait les travaux en amont puisqu'il voulait que le propriétaire puisse choisir l'emplacement de ses huisseries, etc. Donc ça, c'est la logique. Et après, il y a le droit et la pratique. Qu'est-ce qu'on fait en cas de sinistre? Qu'est-ce qu'on fait si l'entreprise qui intervient n'est pas compétente? Qui doit diligenter l'entreprise? Qui paye? Donc, c'est tous les sujets un petit peu comme ça. Et souvent, malheureusement, c'est des sinistres qui mettent en avant le défaut de conformité. Une poutre qui a été coupée alors qu'elle n'aurait pas dû et paf, un immeuble. Donc, j'ai aussi eu on a beaucoup sur les résidences un petit peu secondaires, ceux qui sont en bord de mer, des principes de loggia. Je pense que ça, j'ai déjà vu le sujet sur plusieurs résidences avec le principe des loggias, donc des balcons un petit peu qui sont un petit peu semi-fermés. Et les propriétaires demandent à les fermer. Alors, en général, ils font plutôt bien les choses. Ils demandent à les fermer en assemblée générale. Donc, ça, c'est bien fait. Ils demandent la possibilité de les fermer. Ils obtiennent les autorisations de fermer la loggia. Et donc, ça fait un balcon fermé. Sauf qu'il y en a d'autres qui continuent le sujet. Au lieu de faire juste un balcon fermé, ils enlèvent la cloison intermédiaire.
entre, D'accord. entre le balcon et l'extérieur. Et ils annexent, on va dire, le balcon à leur salon. Et ils agrandissent leur partie privative, alors qu'à la base, la loggia ou le balcon est une partie commune à usage privatif. Et donc là, ça complexifie, puisqu'à la base, c'est pas forcément une zone qui est censée être étanche. Et eux, ils l'ont pas forcément anticipé. Hein. Ils ont fermé quelque chose. Maintenant, c'est fermé. Ils se disent c'est clos, c'est couvert. On peut agrandir et on peut supprimer cette partie-là. Et finalement, bah non. C'est plus compliqué que ça parce qu'effectivement, on agrandit leur partie privative. Il faudrait modifier le règlement de copropriété en état, modifier les tantièmes et surtout, on fait une surface qui était à la base non habitable, on en fait une surface habitable et ça devient plus compliqué. Donc voilà, en général, il y a des sujets qui sont plutôt simples. Tout ce qui va être l'harmonie, les store ban, mettre un stock park. Donc ça, c'est plutôt simple, c'est de l'usage. Et après, et donc effectivement, quand on voit que ça n'a pas été respecté, c'est assez simple, on va dire, de dire bon bah voilà, on a modifié les ouvrants, c'est plus un ouvrant, c'est 2 ouvrants. S'il n'y a pas de modification significative, que ça dérange personne, que la ville a accepté, bon bah on accepte. Mais maintenant, effectivement, il y a d'autres sujets qui font que c'est un petit peu plus compliqué et malheureusement, on s'en rend compte quand il y a des travaux ou quand il y a des sinistres, que les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Et ça peut être souvent aussi compliqué quand il y a eu des ventes. Parce qu'effectivement, qui dit vente, dit qu'on perd l'historique. Et des fois, il y a aussi des indexations de parties communes, un couloir qui est privatif, à usage privatif. Et pareil, on a supprimé une porte entre les deux. On s'est annexé le couloir, on a mis une serrure à l'autre porte. Voilà, donc après, il y a la sécurité incendie. Donc, il y a pléthore de sujets. On ne s'ennuie jamais. C'est vrai que parfois, on se rend compte qu'il y a eu des modifications dans l'appartement. Effectivement, quand il y a une transaction et qu'il y a un bien, qu'il y a un lot qui a été vendu. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été faites sans autorisation. Et donc, on récupère quelque chose qui n'est pas dans la légalité. Et donc, on pensait peut-être pouvoir utiliser sa terrasse ou parce qu'elle a été aménagée d'une certaine façon, ou son balcon parce qu'il a été aménagé d'une certaine façon. Et là, on s'aperçoit que, en fait, ces travaux-là ont été faits sans autorisation et qu'en définitive, non, on n'a pas du tout ni l'accès, ni l'usage, ni rien du tout. Donc ça, c'est vrai que ça peut être trompeur aussi. Et c'est dangereux. Donc c'est pour ça que en général, quand on est dedans, on se permet de faire des choses, mais quand on transmet, qu'on revend, qu'il y a une transaction qui se passe, et là, il faut bien se renseigner avant d'acheter, parce qu'effectivement, il y a des tas de choses qui se sont faites sans que le droit et la loi l'autorisent. Donc ça c'est vrai, c'est une réalité. Je pense qu'il y a pas mal de. On va demander à ceux qui sont avec nous aujourd'hui si ça leur est arrivé, mais moi il y a quand même une petite précision à apporter parce qu'effectivement, quand on parlait des parties communes et des parties privatives, les parties communes, j'ai lu très rapidement le texte, mais dans les parties privatives, elle le disait Anne-Laure, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des parties privatives affectées de tantième, c'est le lot qui appartient évidemment, le lot privatif. Et vous avez la situation intermédiaire qui sont effectivement des parties communes à jouissance privative, disait-on, ou à usage exclusif, c'est la même chose. Donc, ce genre de parties privatives qui peuvent se porter, qui sont un peu plus ambiguës. Alors, on pense notamment à des raies de jardin en copropriété. Très souvent, ce sont des parties communes à usage exclusif. Et évidemment, comme c'est le prolongement d'une terrasse, etc., les copropriétaires ont tendance à considérer que ce sont des lots privatifs et qu'ils peuvent y faire ce qu'ils veulent. Alors, quand ce sont des parties communes à usage exclusif, la réponse est négative. C'est-à-dire que oui, sur un petit portique pour une balançoire, ce genre de choses, un petit cabanon posé éventuellement, etc., mais pas de travaux de fondation, pas de choses lourdes, etc., parce que ça reste une partie commune. Alors, vous allez me dire, des copropriétaires, souvent on est interrogé là-dessus, sont déçus en disant je pensais être propriétaire du jardin, mais je ne le suis pas. Alors, d'un autre côté, peut-être d'un point de vue oui, mais non en définitive, puisque si demain vous avez un jardin qui s'affaisse, ou alors si vous avez une terrasse en étage
à jouissance exclusive, vous avez des travaux d'étanchéité, eh bien, c'est la collectivité qui va participer aux travaux d'étanchéité pour la jouissance quelque part. Alors, s'il y a des travaux d'étanchéité, ça touche tout l'immeuble, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que le copropriétaire qui a la jouissance exclusive, sur une terrasse en étage, ne doit assurer que l'entretien courant et superficiel, j'allais dire, de la terrasse, mais tout ce qui est l'étanchéité, le lourd, on entre dans la partie commune. Donc, cette partie commune à usage exclusif, qui n'est donc pas une partie privative, eh bien ces travaux vont être assumés par la collectivité. Donc, quelque part, le copropriétaire bénéficie aussi de statut juridique à son avantage. Mais pour ces parties qui sont intermédiaires, j'allais dire, c'est encore autre chose. Là, on parlait, c'est vrai, surtout aujourd'hui, travaux privatifs affectant les parties communes. On parle de travaux dans les appartements principalement, pas exclusivement, mais principalement, mais il y a cette situation qui est un peu entre deux. Exactement. Alors, on va peut-être regarder un petit peu les questions qui ont été posées, parce qu'il y a des questions qui traitent de nombreux sujets, hein. Donc, c'est intéressant. Donc, effectivement, là, on a une question de Jérôme sur les portes de garage. Donc, apparemment, c'est en ce qui concerne cet immeuble, les portes de garage sont des parties privatives, et donc chacun a repeint ou non sa porte de garage comme il le souhaitait. Et donc, selon Jérôme, le résultat est un patchwork de portes. Donc, voilà. Donc, il est un peu désolé de cette situation, et il aurait voulu savoir si ça aurait pu passer en travaux collectifs. Alors, c'est vrai que pour les fenêtres, hein, bon, c'est quelque chose qui est rentré dans la loi avec les travaux d'intérêt collectif, mais est-ce que pour les portes, que ça soit les portes des appartements ou les portes de garage ou autres, c'est quelque chose qui peut aussi être interprété de cette façon-là. Voilà, question ouverte. Allez-y alors. Moi, je peux répondre. Par principe, quand c'est privatif, même si effectivement on fait on va dire des informations en assemblée générale, par principe, on n'impose jamais rien quand c'est privatif. Maintenant, si ça touche à l'harmonie de l'immeuble, j'ai eu le sujet, donc voilà, sur des travaux, on a fait les ravalements, donc tout ce qui était porte de garage, chacun pouvait bénéficier, on va dire, de la remise en état de sa porte de garage, mais c'était bien entendu à lui de signer les devis parce que c'est un équipement privatif. En tant que syndic de copropriété, on n'a pas à intervenir sur un équipement privatif. Par contre, à contrario, il y en avait certains, leur porte de garage n'était pas entretenue. Et là, par contre, en tant que syndic, on peut faire prévaloir le règlement de copropriété qui demande l'entretien, qui demande l'harmonie de l'immeuble. Donc, s'il n'y a pas eu un changement de couleur, on va dire, notoire, on peut très bien demander au propriétaire et éventuellement faire des mises en demeure. Ça m'est arrivé, hein, on allait jusqu'à l'huissier sur une porte qui était fortement rouillée, de remettre en état et de remettre en état les parties privatives. Après, on n'a pas le droit de toucher une partie privative, sauf à effectivement aller vraiment en procédure pour la remise en état d'une partie privative. Mais en tant que syndic de copropriété, les parties privatives, on fait des préconisations, on peut faire des mises en demeure si jamais ce n'est pas respecté au niveau de l'harmonie, des remises en état. Si une porte est peinte en rose, on peut demander à ce qu'elle soit remise dans sa couleur initiale. Maintenant, c'est toujours très compliqué d'intervenir sur un équipement privatif parce que ce n'est pas le rôle du syndic, ni du syndicat des copropriétaires. Alors, effectivement, on voit souvent la situation… Ah, pardon. Non, mais tout à fait, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, moi, Anne. Alors, Frédéric, peut-être quelque chose à ajouter ? Souvent, la situation, effectivement, pour des portes palières, notamment, où des copropriétaires repeignent leurs portes, etc. Donc, la précaution, c'est demander au syndic la gamme de peinture avec la peinture qu'il faut appliquer, parce qu'on ne peut pas, même si c'est admettons que les portes soient vertes, il faut que le vert soit dans l'harmonie des parties communes, parce que l'harmonie, c'est non seulement l'harmonie extérieure
de la copropriété, ce sont également l'harmonie des parties intérieures. Donc, lorsque il y a des portes palières, il faut demander l'autorisation. Là aussi où la question peut se poser, c'est lors de changement de fenêtre. On ne peut pas changer un matériau par un autre matériau qui porterait atteinte à l'harmonie. Si vous avez des armatures bois et qu'un copropriétaire veut mettre du PVC, alu, etc., qui touche à l'harmonie, ce n'est pas possible sans autorisation. Donc ça relève d'une décision collective. Il y a ce genre de choses. Alors on le dit parce que il y a des gens qui sont, enfin la grande majorité de bonne foi et pensent intervenir pour une isolation optimale, etc. Mais il y a quand même des autorisations demandées. Donc lorsqu'on ne sait pas, c'est évidemment se rapprocher de son syndic pour avoir cette première information. Puis le syndic indiquera au copropriétaire la manière dont la demande doit être faite. Oh, c'est pas bien compliqué, hein. C'est juste une demande d'inscription lors du jour de la prochaine assemblée générale et le syndic pourra apporter son assistance. Alors normalement, la demande d'inscription d'un projet de résolution, ça fait déjà fait l'objet d'un atelier précédent. Le syndic n'a pas à remettre en forme la demande qui est faite par le copropriétaire, mais bon, il y a quand même une assistance qui peut intervenir pour formuler la demande à présenter en assemblée générale. Voilà. Alors, Frédéric, tu avais évoqué la situation de la climatisation, qui est un grand sujet dans nos immeubles en copropriété, alors qu'il le devient un peu partout en France, hein, avec le réchauffement climatique, même dans le Nord maintenant, hein, on installe des climatiseurs. Donc là, on a Agnès qui nous dit, ben voilà, nous dans notre immeuble, on a eu un bloc moteur de climatisation qui a été posé sur le balcon, qui n'est pas visible du dehors. Donc je pense qu'elle parle de son cas en fait, et elle demande s'il faut une autorisation. Voilà, donc c'est pas visible du dehors, c'est sur son balcon. Est-ce qu'il faut quand même une autorisation? Bah, souvent, c'est le cas parce qu'à partir du moment où il y a un bloc de climatisation, il y a quand même une partie commune qui est touchée. Il y a la partie commune qui est percée et puis il y a ce qui est visible depuis, par exemple, la chaussée. Une installation de climatisation, ça touche les parties communes. Alors, on nous dit que c'est pas visible, mais moi, j'ai eu des dossiers où c'était visible, par exemple, de la part d'autres copropriétaires depuis leur balcon, avec une vue oblique, etc. Donc, vous avez ce qui est visible de la chaussée pour tout le monde, et puis ce qui est visible par certains copropriétaires. Donc, la règle en matière de climatisation, il faut demander l'autorisation. Donc, si après, alors, vu en plus le coût de ces équipements-là, on ne peut que recommander aux copropriétaires de demander l'autorisation. Alors, c'est vrai qu'il y a des copropriétaires qui font l'économie, enfin, de cette autorisation parce qu'ils savent que la tendance générale dans la copropriété est négative et que si ils formulent une demande en bonne et due forme en assemblée générale à l'article 25B, ils auront un vote négatif. Donc, ils installent sans autorisation. Mais si c'est le cas, et après mise en demeure infructueuse, le syndicat des copropriétaires, en la personne de son syndic, peut assigner en référé, donc c'est le juge de l'évidence, sur l'article 25B de la loi, en disant c'est un trouble manifeste et sur un juge des référés, on l'a déjà obtenu dans pas mal de dossiers, peut demander la condamnation du copropriétaire sous astreinte à procéder à la dépose du climatiseur et à la remise en état. Donc remise en état en plus sous le contrôle, généralement, si on fait bien les choses, d'un architecte missionné pour le compte de la copropriété, parce que ce percement qui a été fait sans visa de l'architecte, bah, la copropriété peut exiger à ce que cette remise en état soit faite sous le visa d'un architecte. Donc, c'est-à-dire que le copropriétaire concerné aura évidemment réglé le coût de son installation de climatisation. On va lui demander de la retirer, il devra la retirer. Il va être assigné devant le tribunal, frais de procédure pour lui, frais de procédure assumerait pour le compte de la copropriété et tout ça sous le visa d'un architecte qui effectivement va facturer sa prestation. Donc la conclusion, c'est effectivement il faut demander des autorisations préalables. Alors il y a Bruno. Oui, excusez-moi. Oui. En plus, sur les VMC et les climatisations, il y a aussi la problématique du bruit en copropriété. Ouais. Nous, ça nous remonte très souvent. Sur déjà des VMC qui sont à l'étage, les VMC normales qui peuvent être plus ou moins bruyantes quand ils sont bien entretenus ou pas, et sur les climatisations posées en extérieur, en fonction des nombres de décibels, même si on ne les voit pas, on peut les entendre et ça peut quand même faire des sujets. Exactement. Donc, il y a des nuisances qu'on sous-estime, hein, mais que les voisins, eux, subissent. Hein. Donc, voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. On a Bruno qui rebondit justement sur l'histoire des travaux qui ont déjà été effectués. Il demande si on peut consulter l'ensemble des PV d'AG pour vérifier que les travaux ont été effectivement approuvés en assemblée générale.
Lui, il a le cas d'une copropriété de bord de mer où 2 voisins ont installé un climatiseur avec un tuyau qui perce le mur porteur. Donc voilà, il voulait savoir s'il y avait moyen de vérifier que ces travaux avaient été faits avec des autorisations et donc qui étaient autorisés par la copropriété. Bon, le bord de mer, je vais m'effacer parce que là, on a une spécialiste du bord de mer, là, pour le Ah coup. oui, non, c'est sûr que les climatisations en bord de Non, mais mer, de manière générale, quoi qu'en Bretagne, je ne sais pas si on installe beaucoup de On climatiseurs. n'en a pas besoin, nous. Ah là là. Alors, donc est-ce que normalement ça doit apparaître dans les PV d'AG tout ça? Oui. Ah bah oui, tout à fait. Dès lors qu'il y a eu un percement ou des installations en plus, en supplément, normalement, il est censé avoir un PV d'assemblée générale. Après, il faut aussi voir un petit peu comment est fait la copropriété, comment est fait le conseil syndical, le syndic. Le conseil syndical reste aussi très moteur. Il doit travailler en collaboration avec le syndic sur ce type de sujet. Parce que même après, pour pouvoir justement demander la remise en état, si par exemple ça n'a pas été respecté, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a quand même des frais de procédure à engager, ce n'est pas neutre. Pour engager tous ces frais-là, autant sur le recouvrement, on va dire le syndic a plus ou moins les mains libres pour partir parce que c'est dans ses missions principales. Par contre, sur tout ce qui va être remise en état, etc., il va quand même bien falloir passer par une assemblée générale pour pouvoir après signer, parce que ça prend du temps et de l'argent. Mais effectivement, en tout cas, vérifier déjà les PV d'assemblée générale, c'est déjà une bonne base pour savoir si ça a été fait dans les règles de l'art ou pas. D'accord. Alors, là, on a une petite question sur la fibre optique. C'est vrai que ça, c'est des sujets qu'on connaît maintenant depuis quelques années, mais bon, il peut y avoir comme ça des nouveautés avec l'évolution des technologies. Donc maintenant, on fait passer des câbles, de la fibre dans des boîtiers. Donc ça passe par des gaines, ça passe par des couloirs, ça peut passer par des parties communes. Donc voilà. Donc dans ces cas-là, est-ce que c'est autorisé parce que quand on peut pas cacher quand ça peut pas passer par des gaines cachées ou à l'intérieur des appartements, parfois ça contourne un petit peu les plafonds dans les couloirs, etc. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose qui est autorisé? On peut le faire, il n'y a pas de problème. Je réponds, Frédéric? Allez-y. Là, c'est pareil. On va dire qu'il y a les principes et il y a la bonne pratique. En principe, normalement, dès qu'on passe par les parties communes, on devrait faire une demande en assemblée générale. Ça, c'est le grand principe. Après, il y a certaines choses comme ça qui peuvent être anticipées donc dans les copropriétés avec des autorisations, mettre en place des autorisations de le faire, mais sous certaines contraintes avec un cahier des charges. En tout cas, moi, j'essaye au plus possible de fonctionner en ce sens-là, que ce soit sur les stop-parks, les stop-parks pour les voitures, les store-ban en extérieur, la fibre. Définir, on va dire, un cahier des charges et permettre aussi au syndic de contrôler quand il y a des travaux, des choses comme ça. Donc, pour la fibre, le cahier des charges, ça peut être simplement autorisé à passer en partie commune, mais faire la demande préalable au syndic pour que le syndic puisse vérifier après les travaux et que ça soit passé sous goulotte blanche, par exemple, pour que ça soit le plus discret possible et éviter les guirlandes. Après, quand c'est très bien anticipé et que la copropriété est aussi, on va dire, demandeuse, et ça, c'est souvent le conseil syndical qui va vraiment le mettre en avant, ce qui peut être aussi fait, c'est vraiment de l'anticiper en assemblée générale, de le mettre à l'ordre du jour, d'installer des goulottes. C'est-à-dire, on sait qu'on va avoir des problématiques de fibres, etc., pour que ça soit propre et que ça ne soit pas les propriétaires qui le fassent de façon privative. On fait installer des goulottes qu'on fait payer donc à la copropriété. Mais l'enjeu, c'est toujours de se dire qui paye. Parce qu'effectivement, quand on fait des travaux, normalement, c'est les propriétaires qui vont payer sur ce type de travaux, pas forcément récupérables. Il y en a qui vont dire moi, je m'en fiche d'avoir la fibre, donc je n'ai pas envie de payer. Donc, après, c'est un petit peu comme tout. Ça vote et puis on voit selon les majorités. Donc, soit ça passe et on essaie de faire les choses proprement, soit on essaie de déléguer des autorisations pour ne pas
être en contrainte. On est toujours de toute façon dans ce jeu un petit peu d'équilibre entre les bonnes pratiques, la vraie vie sur le terrain et le juridique. Voilà, donc le mot d'ordre, c'est quand même d'anticiper, parce que ça, c'est des sujets qui concernent de nombreux propriétaires et copropriétaires, et de ne pas être confronté à cette problématique, de ne pas savoir quoi faire, parce que on n'a pas forcément de cahier des charges ou de directives précises. Et donc là, voilà, après, on est amené à refaire ou à reprendre ces installations parce qu'elles ne sont pas conformes et les voisins se plaignent, etc. Donc voilà, il vaut mieux faire les choses bien dès le départ plutôt que d'avoir des problèmes avec ses voisins ou avec son syndic qui n'est pas content. Voilà. D'ailleurs, on peut faire la passerelle quand vous avez des gens qui visitent des biens immobiliers en vue évidemment de faire leur acquisition. S'il y a des choses un peu extérieures, alors ça peut être, enfin, les sujets sont quasiment toujours les mêmes. On parle de la climatisation, mais ça peut être différentes choses, etc. Mais si un copropriétaire visite un bien immobilier, il dit, bah, dis donc, en plus, pour le prix, l'appartement est équipé de la climatisation, etc. On peut que lui recommander de réclamer au vendeur les autorisations qu'il a obtenues en assemblée générale, parce que si ces autorisations n'ont pas été obtenues, parce que je l'ai vu moi dans 2 dossiers notamment, où l'acheteur avait fait l'acquisition d'un appartement équipé d'une climatisation, mais laquelle climatisation n'avait fait l'objet d'aucune autorisation à l'assemblée générale, eh bien ce copropriétaire a été assigné par la copropriété en dépose de la climatisation. Donc lui, son propos, c'est de dire j'ai acheté en l'état, c'est pas moi qui l'ai installé, mais comme il vient au droit de son vendeur, c'est lui évidemment qui est tenu responsable. Donc il faut demander, alors de manière générale, il faut toujours regarder les procès-verbaux d'assemblée générale, mais c'est pas la problématique du jour pour les travaux donc qui ont été discutés et qui seront susceptibles d'être votés parce que ça affecte un budget, mais ça permet aussi pour ce type de problématique de s'assurer que le climatisateur installé est légal. Parce que s'il n'est pas légal, à ce moment-là, on achète en toute connaissance de cause, mais on ne peut pas feindre la surprise. Donc, il y a ce genre de choses. Alors, les autorisations, parce que je vois une question qui nous dit les autorisations de travaux de copropriétaires doivent être votées en assemblée générale à l'unanimité, la majorité. Alors, l'unanimité en matière de copropriété, elle existe, mais son champ a été considérablement réduit. Mais pour ce qui concerne la thématique du jour, travaux privatifs impactant les parties communes, eh bien, on est à la majorité absolue, c'est-à-dire la majorité de tous les copropriétaires votant en assemblée générale, soit en présentiel, soit par correspondance, soit par le biais d'un pouvoir. Si on rappelle la règle, si la majorité absolue n'est pas atteinte, mais qu'un tiers, et que la résolution a recueilli au moins un tiers des votes, un second vote est immédiatement organisé dans la foulée, donc au cours de la même assemblée générale, et cette fois-ci, c'est à la majorité simple des copropriétaires. Mais là, on n'est pas du tout dans la règle de l'unanimité, donc on oublie l'unanimité puisque je rappelle que on parle bien de l'article 25B, majorité absolue. Alors, on a pas mal de questions qui sont arrivées là. Alors bon, il y a Marie-Claude qui nous demande, entre 2 locataires, je dois faire doubler intérieurement un mur. Ai-je besoin d'une autorisation? J'ai déjà envoyé un message au syndic et je n'ai pas eu de réponse. Alors, quand on est en isolation intérieure dans un appartement, bon, est-ce qu'il y a besoin de on est chez soi là, donc voilà, là pour le coup, oui. Hein, donc je pense pas qu'il y ait de conséquences particulières. Au contraire, je pense que les locataires seront contents d'avoir un peu moins de bruit. Voilà. Alors, le règlement de copro précise en partie privative les végétaux et dalles de terrasse. Est-ce que le règlement de copropriété va jusque-là? Sur les parties privatives. Donc, je pense pas qu'il y ait une. Peut-être qu'il y a des notions quand même de poids ou de choses comme ça, parce que c'est vrai que quand on aménage sa terrasse ou son balcon, parfois il y en a qui mettent des arbres ou des pots qui sont lourds ou qui peuvent, ou même avec des alimentations en eau qui peuvent compliquer un petit peu l'étanchéité. Alors ça, c'est un point important. C'est un point important parce que j'ai vu dans des dossiers où des étanchéités, je disais tout à l'heure que s'il y a un problème d'étanchéité de terrasse,
à jouissance exclusive, c'est la copropriété qui doit prendre en charge. Maintenant, si cette étanchéité est refaite à l'occasion, par exemple, d'infiltration qu'il y a eu, etc., et que on s'aperçoit que l'étanchéité a été touchée notamment parce que les causes sont multiples, mais notamment parce qu'il y a eu des végétaux qui n'étaient pas adaptés à la terrasse et qui ont été installés par l'occupant de l'appartement. Quand je dis l'occupant, peut être le locataire, mais prenons le copropriétaire occupant, pour faire plus simple, ce copropriétaire engagerait sa responsabilité. C'est-à-dire que au moment où on a la jouissance exclusive, bien évidemment, on peut agrémenter la terrasse dont on a la jouissance exclusive, mais avec certaines précautions. C'est-à-dire que si on commence à mettre des végétaux très lourds, avec des racines qui peuvent s'infiltrer et causer des dégâts, là, le copropriétaire engagerait sa responsabilité. Donc, là aussi, il y a des précautions à prendre. Alors, l'autorisation d'installer des végétaux, j'allais dire que ça relève pas de 25B de la loi, mais ça serait plutôt vis-à-vis du paysagiste, si c'est un paysagiste, etc. Mais si c'est quelqu'un qui va directement chez Truffaut, par exemple, pour installer des grosses plantes, etc., et qu'il maîtrise pas la chose, et que les années faisant, ces plantes sont déclarées responsables, il engagerait pour le coup sa responsabilité. Donc là, on est un peu en marge. Non, pas d'autorisation pour des végétaux. Voilà. Alors, si ce sont des végétaux très lourds, vraiment prendre des précautions, parce que là, on peut atteindre Bah oui, ça peut dégrader par le poids et par l'arrosage. Ça peut créer des infiltrations. Donc ça peut dégrader et donc là on peut être responsable, effectivement. Donc là on avait parlé des portes, des fenêtres, mais là c'est Corinne qui nous dit bon d'accord, les volets sont des équipements privatifs, mais qu'en est-il des gonds de volets posés sur la façade de l'immeuble? Donc là on va nous parler des clous et des vis, donc c'est compliqué. Donc quand on parle de volet, c'est avec tout l'outillage pour l'installer, j'imagine, le volet. C'est pas. Oui, parce que sinon le volet il va tomber. Voilà, donc je pense que oui. En plus, je pense que le gond, ça va pas changer grand-chose. Bon, à moins qu'on soit dans une demeure ancienne. Avec une obligation de remettre les mêmes gonds, voilà, parce que ça date d'un temps lointain. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Alors, si on est un nouvel acquéreur et qu'on n'a pas en possession les anciens PV. On peut les consulter, ils sont consultables. Alors, on rappelle qu'il y a quand même c'est depuis quand? C'est depuis 2015 ou je sais plus, le fameux intranet de copropriété. Ça, Anne-Laure va me rappeler tout ça. Parce que, tout à fait. Maintenant, dans le mandat, effectivement, Allure, on a donc des obligations donc de mettre à disposition sur l'extranet beaucoup de documents. Et de façon générale, ce que je l'ai vu, effectivement, ça peut arriver que certains syndics ne soient pas forcément toujours très bons sur la numérisation de tous ces documents-là. Surtout qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il fut une époque, en tout cas, beaucoup de syndics, on le fait encore, on était censé coller les PV. En fait, c'est un vrai cahier des PV. Donc, on va dire que scanner les pages une à une pour l'antériorité, ça peut être quand même compliqué. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple. On va dire qu'on est quand même venu à l'heure du numérique. Donc, on peut mettre à disposition très facilement la convocation, le PV. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on peut toujours demander tout simplement un rendez-vous. On demande un rendez-vous et constituer pour pouvoir, on va dire, consulter le registre des PV. N'importe qui peut le demander. C'est vraiment la base légale de votre copropriété avec le règlement de copropriété. Voilà, moi, je sais que des fois, il y a certaines personnes qui me demandent. Alors, quand on me demande un PV de façon très précise, je pouvais l'envoyer. Après, certains me demandaient pouvez-vous me chercher telle information-là? Bon, alors là, c'est pareil. Soit vous me dites à peu près le PV et je veux bien vous sortir l'information parce que je suis gentil. Soit si vous me demandez des heures de recherche, ça sera une prestation supplémentaire. Mais par contre, n'importe qui peut demander un rendez-vous. Vous allez au bureau du syndic, vous consultez le registre des PV. Quand vous trouvez la page qui vous intéresse, vous demandez à la scanner, à la photocopier, à en avoir la copie. Et normalement, ça se passe plutôt bien. Donc ça, oui, c'est important de rappeler que on peut avoir connaissance de ces informations, de ces documents, qu'on soit membre du conseil syndical ou pas. Donc il y a des tas de façons d'avoir accès à ces informations et il ne faut pas hésiter à les demander.
hein, bien entendu. On en revient à Frédéric? certains types de travaux. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des climatiseurs, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup plus présent, évidemment, ces dernières années que ça pouvait l'être bien avant. Mais il y a également, on en parlait aussi, des fermetures de balcons, des balcons qui deviennent loggia, etc. Si un copropriétaire a ce type de projet et qu'au sein de sa copropriété, il a remarqué la présence d'un ou deux climatiseurs et a fortiori de balcons qui auraient été fermés, c'est pas parce que ça a été fermé, c'est pas parce qu'il y a des climatiseurs qui n'a pas d'autorisation à demander en assemblée générale. Donc, il demande une autorisation en assemblée générale pour son climatiseur ou l'autre cas de figure, mais ça peut être d'autres choses. Et il vient avec un dossier aussi précis que quand bien même il n'y aurait jamais de climatiseur, etc. On vient avec un dossier qui vient, je veux dire, appuyer sa demande d'autorisation. Maintenant, si le vote est négatif des copropriétaires sur un climatiseur, il y a une notion qui entre en ligne de compte, c'est la notion d'abus de majorité. C'est-à-dire que si un copropriétaire demande l'installation d'un climatiseur qu'on le lui refuse pour des motifs non fondés, ce copropriétaire pourrait et serait fondé, en tout cas sur le principe, à demander l'annulation de la résolution qui lui aurait refusé cette autorisation sur la notion d'abus de majorité en disant, certes, la majorité des copropriétaires à la majorité requise m'a refusé mon autorisation, mais ça constitue un abus de majorité, car ça va pas dans le sens de la collectivité. La preuve en est, c'est que le lot numéro tant, appartement situé à tel étage, est équipé d'un climatiseur. Et en plus, si ce copropriétaire peut produire un PV d'assemblée générale montrant que le climatiseur de l'autre lot a été autorisé, il pourrait. Donc, on ne peut pas non plus refuser n'importe quoi. Alors, on le refuse si, effectivement, on parlait pour la climatisation du bruit et des atteintes en façade, mais j'allais dire, si le cahier des charges est respecté et qu'on a un refus qui n'est pas justifié, il y a pour ce copropriétaire qui s'est dit opposer un refus, la possibilité de faire quelque chose. Alors, je voudrais qu'on revienne aussi sur les revêtements de sol, parce que ça, c'est souvent un sujet hein, en copropriété. On refait complètement son appartement. Donc, il y avait une moquette, on met un carrelage. Il y avait un carrelage, on met un parquet. Il y avait un parquet, on met une moquette. Enfin, j'en sais rien. Et donc, ça change pas mal de choses. Donc, est-ce qu'on peut faire ça et qu'est-ce qu'on peut faire sans autorisation? Est-ce qu'on peut nous imposer un type de revêtement? Par exemple, un parquet, voilà, comme je disais, remplacé par un carrelage ou une moquette, par un parquet, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que ça peut avoir aussi des conséquences hein, sur les nuisances sonores. Et quand on change les revêtements, il ne faut pas oublier de rajouter de l'isolation et il y a des chapes, il y a des choses qu'il faut faire en conformité aussi. Donc voilà, on fait pas ça n'importe comment. Donc est-ce que Anne-Laure veut dire un petit mot là-dessus ou oui peut-être. Le revêtement de sol, c'est vrai que bien que privatif, il devient quand même un bien immobilier par destination par la suite, même au niveau des assurances quand il y a des sinistres, etc. Ça peut être pris dans le cadre de l'immeuble. Donc sur le principe, oui, c'est un bien privatif, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais effectivement, comme disait Isabelle, il faut être très vigilant, notamment sur la notion de sonorité. On a souvent, on va dire, dans les copropriétés, par exemple, de la moquette en partie commune, et certains disent ah, mais c'est une aberrance, mettre de la moquette, il faudrait mettre autre chose. Mais dans la réalité des faits, c'est vrai que la moquette, au niveau de la sonorité, ça atténue quand même bien les choses. Et quand on veut changer, et ça m'est déjà arrivé des demandes de changement donc de moquette par d'autres sols, et finalement, il faut prendre en compte certaines sonorités. Et si jamais ce n'est pas fait, malheureusement, on va dire que le propriétaire engagerait sa responsabilité. Donc, si jamais il y a des propriétaires en dessous ou des locataires qui se plaignent, effectivement, on pourrait être amené à vérifier ça. Maintenant, dans la réalité des faits, c'est vrai que dès lors qu'on est vraiment dans un appartement, c'est toujours compliqué d'aller vérifier. On ne sait jamais ce qui s'y est passé. Maintenant, si on voit qu'il y a de la récurrence et que ça devient, on va dire, ce qu'on appellerait un trouble anormal du voisinage, niveau sonore, etc. Après, là, ça devient quand même plus un sujet, on va dire, qui va être aussi privatif, qui est souvent entre deux interlocuteurs. C'est assez rare qu'on se plaigne en partie commune, que le syndicat se plaigne d'une sonorité. Mais en tout cas, effectivement, sur un appartement qui serait mal insonorisé et qui est au-dessus d'un autre, ça devient des troubles anormaux du voisinage. Et c'est pour ça qu'il faut être quand même vigilant quand on modifie,
tout cas, à mon sens, les revêtements de sol, même si c'est un équipement privatif. Alors effectivement, ce type de problème, c'est exactement ça. Ça concerne plutôt deux copropriétaires, un litige qui opposerait deux copropriétaires plutôt que la collectivité. On voit le même cas de figure, par exemple, lorsque des copropriétaires changent l'agencement de leur appartement. C'est-à-dire qu'une salle de bain est déplacée à l'autre bout de l'appartement, qui devient chambre, etc., etc. Et vous avez des gens, parce que j'ai le cas là dernièrement, où une personne se plaint, elle a une chambre, sa chambre, d'après ce qu'elle me dit, est située en dessous de ce qui est devenu une salle de bain, ce qui n'était pas le cas avant, et elle a des nuisances sonores. Voilà, elle me dit oui, mais le syndicat des copropriétaires, le syndic ne fait rien. Alors souvent le syndic, Anne-Laure le sait, est mis en avant. Le syndic, c'est un peu, mais le syndic ne peut pas tout faire. On peut informer le syndic, mais c'est là, à partir du moment où collectivement l'intérêt collectif des copropriétaires n'est pas touché. Et que l'immeuble n'est pas touché, j'allais dire, là on est, comme le disait Anne-Laure, sur quelque chose de privatif, mais voilà, qui échappe un peu. Donc là, on est vraiment en marge, on n'est plus sur les travaux impactant les parties communes, là, pour le coup, enfin, dans ce sens. Voilà, donc, alors bon, effectivement, est-ce que ça pose problème quand on est au rez-de-chaussée? Est-ce qu'on peut changer son revêtement de sol comme on veut, sachant qu'il n'y a personne en dessous? Donc, oui, c'est sûr que quand on est au rez-de-chaussée, on a… Si on ne pose pas de nuisance, sur le principe, oui. Donc bon, c'est vrai que bon, sur l'idée de la terrasse aussi, puisqu'on avait parlé de la terrasse et de la végétation en terrasse, etc. Gilles nous précise, ben attention, moi c'est une terrasse en rez-de-jardin. Donc c'est vrai qu'en rez-de-jardin, on aura moins de problématiques de poids, d'infiltration, de choses comme ça, parce que bon bah voilà, on est en direct avec le sol. Mais ça peut, n'empêche, quand même abîmer les dalles, ça peut quand même, bon voilà, donc bon, il y a toujours quand même moyen de vérifier de ça avant de me mettre en place ces travaux, même si on a l'impression que bah nous on nuit à personne parce que de toute façon bah il y a personne en dessous ou on est en direct sur le rez-de-jardin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Changement d'affectation de pièces. Ouais, donc Bruno, il dit oui, je confirme, incidence sur le bon fonctionnement de la VMC non prévue pour ces nouvelles configurations. Ah, et oui, parce que bon bah en fait, oui, on avait une chambre et on a fait une salle de bain. Peut-être que l'aération et la VMC n'est pas la même selon les pièces. Donc là, si on n'a pas fait les travaux en conséquence, oui, ça peut être très ennuyeux. Donc effectivement, qu'est-ce que tu en penses, Frédéric, là-dessus? Bah oui, s'il y a un changement alors c'est la question. C'est quoi? Changement d'affectation de pièces. Donc en fait, voilà, si y avait pas, la VMC n'était pas prévue et que tu as une nouvelle configuration, donc c'est sûr que ça peut poser problème. Hein. Oui, ça peut poser problème, mais là, je pense qu'on est dans le fait qu'un copropriétaire unique va avoir un trouble. Maintenant, si la VMC a des conséquences sur les parties communes au niveau de la ventilation, effet de moisissure en partie commune, ce genre de choses, je veux bien, mais si c'est vraiment un copropriétaire unique qui se plaint, on rappelle le fait, c'est que lorsque vous avez des désordres en partie privative, il faut que le désordre soit quand même subi collectivement. Alors, c'est pas forcément par la totalité des copropriétaires, mais en tout cas par une partie importante de la copropriété, pour que le syndicat éventuellement ait une action, dans un premier temps évidemment précontentieuse, mise en demeure, etc., et éventuellement contentieuse si ça ne se solutionne pas, mais il faut que le préjudice soit subi collectivement. Là, si c'est vraiment individuellement par le copropriétaire voisin situé en dessous, par exemple, j'allais dire, on n'est pas dans le cadre de la collectivité, et donc là, ça se résout de particulier à particulier. Hein. D'accord. Bon, bah, bon, on a vu à peu près bon toutes les problématiques. Évidemment. Je vois par exemple Jean-Marie Boisseau, Monsieur Boisseau, qui pose des questions sur une copropriété importante. Il fait un climatiseur de pompe à chaleur sans autorisation. Donc, ça me permet de faire peut-être avec un petit peu, je prends la liberté, mais faire la passerelle avec les permanences téléphoniques qui existent. Donc, on est typiquement dans le cas de figure où, parce que effectivement, le format d'1 heure est très court puisqu'on est déjà arrivé au bout. Monsieur Boisseau peut poser ses questions par le biais du site Mon Immeuble, ça me sera répercuté et à ce moment-là, je répondrai plus dans le détail à la problématique de sa copropriété. Je parle de Monsieur Boisseau, mais c'est évidemment valable pour tous les adhérents du site. Exactement.
Donc, je vous remercie d'avoir participé à cet atelier. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, qu'on a répondu à vos questions. Vous pouvez aller sur le site Mon Immeuble pour voir le programme. Donc, sachez que prochainement, au mois d'octobre, mois prochain, nous aurons un atelier travaux et on va reparler des travaux sur des parties privatives impactant les parties communes, mais cette fois-ci sur un plan technique avec un architecte de copropriété et probablement aussi un syndic qui viendra aussi témoigner. Ou peut-être une entreprise à voir. Donc voilà. En tout cas, ça sera intéressant d'avoir ce volet technique après avoir analysé ensemble le volet juridique. Comme vous l'a dit Frédéric, on est toujours là pour tout au long de l'année pour répondre à vos questions, en dehors des ateliers. Pour ceux qui sont abonnés chez nous, vous avez cette permanence téléphonique. Vous envoyez votre question chez nous et puis on transmet ça à Frédéric qui vous rappelle et les consultations juridiques trimestrielles. Alors, un petit mot de la fin pour chacun, pour conclure. Et puis, on va se quitter. On va se souhaiter bon appétit parce qu'avec ces nouveaux horaires, 11h30, midi et demi, voilà, on est sur les horaires du déjeuner, donc on va pas trop déborder non plus. Alors, un petit mot, Frédéric, et puis on laissera le mot de la fin pour alors. Le petit mot, il est simple. Effectivement, faut toujours agir en transparence. Le premier interlocuteur du copropriétaire, la recherche d'informations, ça va être le syndic qui va lui dire comment il faut formuler la demande, mais c'est pas faire l'économie de demande parce qu'on peut installer, on va parler de climatiseur, mais d'autres choses qu'on aurait faites sans autorisation. Ces choses peuvent être en place pendant 2-3 ans, mais ça n'empêche pas que juridiquement, elles n'ont pas été mises en place comme elle aurait dû l'être, c'est-à-dire moyennant autorisation. Donc, potentiellement, il y a toujours une possibilité d'une demande, même tardivement, qui soit faite contre ce copropriétaire en lui demandant de procéder à la dépose d'un élément, par exemple, d'équipement commun qu'il aurait installé sans autorisation. Donc, il faut toujours procéder dans l'ordre des choses, demander une autorisation et le syndic, en tout cas dans un premier temps, c'est pas lui qui va voter, c'est pas lui qui va demander l'autorisation, mais peut orienter ce copropriétaire sur la façon de présenter sa demande et après le copropriétaire va faire sa demande, mais je pense qu'il faut être en toute transparence. Voilà. Bien. Petit mot de la fin, Anne-Laure. Donc, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous trouver. Si jamais nos lecteurs et abonnés ont besoin de vous contacter, et ont besoin de vos services. Et puis, un petit mot sur cet atelier que vous avez expérimenté pour la première fois. Donc, comment ça s'est passé pour vous? Donc effectivement, le petit mot de la fin, moi je rejoins aussi ce que disait Frédéric. Je pense que ce qui est vraiment important, et en tout cas quand moi j'ai créé mon entreprise, ce que je voulais mettre en avant, c'était la communication. Je pense que dès qu'on a une demande, il faut réussir à communiquer avec son syndic pour avoir les éléments. Pas forcément une communication qui va être faite immédiatement. Hein. Le syndic a aussi ses urgences à gérer au quotidien. Mais en tout cas, communiquer, demander. Moi, ça m'est souvent arrivé de répondre et ça évite les litiges par la suite. Donc voilà, donc communiquer, ne pas oublier que le syndic aujourd'hui n'est que gestionnaire. Il n'est pas décisionnaire, c'est bien l'Assemblée générale qui est là donc, pour voter des choses. Donc le syndic applique les décisions d'Assemblée générale et le règlement de copropriété. Donc c'est votre Bible, toujours vous référer pour toutes vos questions. Il y a quand même beaucoup d'éléments dedans, même si effectivement ça peut être quand même dense d'aller les chercher. Donc voilà sur le sujet. Et c'était un plaisir de participer, de voir les différentes questions que peuvent se poser les propriétaires. Elles sont toujours variées. C'est aussi ce que j'aime dans le métier, c'est qu'on ne s'ennuie pas. On a tellement de sujets à voir. C'est très, très intéressant. Voilà. Donc voilà. Et donc pour me trouver, moi c'est ALMD. Que j'ai fondé donc l'année dernière en 56, Morbihan. Vous pouvez me trouver sur almd-immobilier.fr. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous êtes sur le secteur, je peux également vous accompagner au quotidien avec une proposition de mandat de syndic. Et ben voilà, c'est dit, parfait. On va se saluer, on va clôturer cet atelier.
Merci à tous pour votre participation et puis soyez nous fidèles, continuez à consulter nos informations, nos actualités, inscrivez-vous à nos ateliers, posez vos questions et on sera amené à se rencontrer. Il y aura pas mal d'événements aussi. On se reverra sur le salon de la copropriété prochainement et puis bon voilà, j'aurai l'occasion de vous revoir pour ceux qui peuvent se déplacer, ça sera un grand plaisir et je vous souhaite une excellente journée, une belle rentrée. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Allez, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.